Sud Radio, la France dans tous ses états. Tout a été truqué, arrangé pour faire croire à une sorte d'expédition pour traquer un pauvre malheureux. Crainte d'une explosion de violence politique après la mort du jeune Quentin à Lyon. Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité. Hop, tu serais pas en train de mytho là? Non mais Jean-Luc Mélenchon, il peut être une grande gueule. Pourquoi moi? Mais c'est pas un violent, c'est pas vrai. Je suis plus intelligent, plus cultivé. C'est un garçon hyper intelligent. Pourquoi ils s'en prennent à moi? Je suis plus beau? C'est un type hyper sensible. Alors mettez-vous d'accord, bande de menteurs. La parole des engins comme vous serait fournie avec une notice. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce lundi 16 février 2026. La France dans tous ses états, oui, on peut vraiment parler d'états divers et variés. Nous allons en discuter avec nos différents invités de midi à 14h. On n'ira pas chercher midi à 14h parce qu'on l'a. Et la preuve, c'est que Maude Koffler est à côté de moi. Bonjour. Elle est en train de noter les informations du jour. Vous Plein avez de choses vu, passionnantes, oui. l'actualité est assez fournie, assez active et vous l'aurez en très bonne qualité parce que Julien Delmas est aux commandes et cette émission va être irréprochable. Et Emmanuel Galasso attend vos appels au 0826 300 300. On va vous donner le sommaire de ce dont nous avons parlé. Je pense que vous aurez envie d'appeler, d'intervenir, de poser des questions et d'échanger avec nos différents intervenants. La violence du débat politique nous conduit-elle à la guerre civile? On n'y est pas tout à fait, mais ça commence un peu à y ressembler lorsqu'on vit du dénigrement de l'autre et que l'on appelle à combattre les forces du mal. Il est inévitable que ceux qui en rêvent, ceux qui rêvent d'en découdre, passent un jour à l'acte. On est un petit peu dans cette situation. On discutera donc évidemment de la tragédie de Lyon, de la mort du jeune Quentin avec Stéphane Ravier, sénateur de Marseille des Bouches-du-Rhône, qui est une ville où il se passe aussi des choses. Je pense que Stéphane Ravier, il a son idée sur la question et on aura son point de vue. Veuillez cacher ce suicide que je ne saurais voir. N'aurait-on pas tendance à passer sous silence les tragédies de ceux qui mettent fin à leur jour? Ce sera à 12h45, Stéphane Ravier, on le reçoit à 12h10. Et à 12h45, ce sera Edgar Mermet qui est l'auteur d'un documentaire sur la prévention contre le suicide. Et puis de 13 à 14h, nous recevions Fabrice Leggeri. Fabrice Leggeri, c'est la prise de guerre du Rassemblement national. C'était le responsable de Frontex, donc spécialiste des questions d'immigration et migratoire en Europe. Et il nous décryptera comment le Parlement européen a enfin pris conscience de l'enjeu que suppose une immigration, du danger que suppose une immigration non maîtrisée. Et donc le Parlement européen a voté une instauration du principe de pays tiers sûr vers lequel on pourrait renvoyer les individus indésirables qui n'ont plus rien à faire sur le territoire européen. Et puis parmi les petites et grandes annonces, les perles, c'est pour nous les auditeurs. Faut pas les humeurs. Mais les infos comme ça qui font partie du piment de la journée. Ouais. Il y a une déclaration de Michel-Édouard Leclerc. On n'attendait pas son avis, mais on l'a eu quand même, qui vient au secours effectivement de Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire Quentin. Voilà, Maude Koffler nous décryptera tout ça. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. La Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Qui sème le vent récolte la tempête. Alors évidemment, quand la tempête est un peu forte, les gens vous disent « mais j'ai pas semé le vent ». Enfin si, j'ai semé le vent, mais je pensais pas qu'il y aurait la tempête. Alors que n'aurait-on dit? Alors nous d'abord, nous nous inclinons devant la tragédie. Quelqu'un est mort, un jeune homme de 23 ans est mort. Ce sont des choses qui arrivent dans l'histoire quand des groupuscules extrémistes, des milices s'affrontent. Il y en a eu souvent. Le fascisme italien a ouvert un peu la danse avec les SA allemands, mais quelque temps avant, il y avait les nihilistes français, les Apaches, et puis les bolcheviks russes. Voilà, il y a pas de concours. Tout le monde tue quand il s'agit d'éradiquer l'adversaire, pourvu qu'il y ait un leader qui vous dise il faut tuer celui-là, on le montre du doigt et on passe à l'acte. Alors que n'aurait-on dit si Quentin n'était pas un militant d'extrême droite, mais
ça aurait été un militant d'extrême gauche avec un autre nom, une autre identité, qu'il avait été tué par des gens d'extrême droite. Que n'aurait-on dit? Dans quel état ne serait pas la France insoumise et l'extrême gauche française pour dénoncer cet affreux crime fasciste tel que ça s'est produit lorsque, là aussi une tragédie qui aurait dû être évitée, Clément Méry, qui lui était un militant d'extrême gauche et qui a été tué suite à une rixe, qui est mort suite à un combat avec des militants d'extrême droite et qui ont été condamnés d'ailleurs l'un et l'autre à 8 et 5 ans après une enquête, une péripétie. Voilà, donc il faut savoir ce que l'on veut quand on est en démocratie. Lorsque l'on jette l'anathème sur les autres, que l'on dénigre, que l'on montre du doigt, lorsqu'on dit nous sommes contre le fascisme et qu'on voit des fascistes partout, à un moment donné, il y a les crétins qui, eux, pensent qu'il faut passer tout de suite à l'acte contre le fascisme ou dans une autre circonstance contre le bolchevisme, contre le communisme. Ensuite, ça va être ceux qui vont dire mais ce sont évidemment les militants sionistes qui sont à l'origine de nos malheurs, et on passe à l'acte et ça se finit tragiquement dans le sang et la mort. Alors mon humeur, c'est juste dire le débat politique est essentiel. Il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des divergences, il y a toujours eu des confrontations. On peut quelquefois les couleurs d'affiches, autrefois pendant les campagnes électorales, emmener au baston, ça se passait violemment. Là, aujourd'hui, on a jeté en pâture une certaine idéologie, à savoir si on n'est pas avec moi, tu es contre moi, et si tu es contre moi, il est normal que des militants qui défendent ma cause, qui défendent la justesse de mes idées, qui défendent le camp du bien, passent à l'acte et tuent les gens qui représentent le camp du mal. Donc quand on désigne le camp du mal aussi véhément qu'ont pu le faire les responsables, les leaders du front, pas du Front National, de la France insoumise, eh bien attendons-nous à ce qu'il y ait des débordements. Espérons que ça sera le dernier, que le ministère de l'Intérieur, que le gouvernement pourra prendre des dispositions sévères. On appelle un petit peu à la raison et on appelle à l'ordre, mais quand on a un leader aussi véhément que Jean-Luc Mélenchon, et là ils ont été pris les citations toute la matinée, on a entendu les déclarations. Lorsque Clément Méric est mort, le Front National avait 2 députés, Marion Maréchal et Gilbert Collard. Voilà. Et Dieu sait, on se souvient combien on avait essayé de démontrer scientifiquement que les assassins de Clément Méric avaient été armés par le Front National. C'était vraiment des militants qui agissaient en direct, quasiment sur ordre de Jean-Marie Le Pen. Et bien là, il s'avère qu'il y a un assistant parlementaire, que la présidente de l'Assemblée nationale vient interdire d'accès à l'Assemblée parce qu'il y avait une collusion. L'enquête de police, la justice fera son travail, tout sera démontré. Qui est responsable? Quel est le niveau de participation? Pour l'instant, prudence et appel à monsieur Mélenchon et à madame Panot, cessez de montrer du doigt avec véhémence des gens parce que vous accusez de fascisme, parce que ça peut se finir tragiquement. Et pendant ce temps, la France insoumise se dédouane donc de toute responsabilité dans l'assassinat de Quentin, 23 ans, tué par une meute d'Antifa. On va en parler avec le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, dans un petit instant. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Un meurtre en bande organisée, c'est par ces mots que la famille de Quentin souhaite nommer son assassinat. À 23 ans, Quentin avait répondu à l'appel du collectif féministe Némésis pour assurer leur sécurité lors d'un happening organisé en marge d'une conférence de Rima Assad à l'université Sciences Po Lyon. Sur place, les militantes se font agresser par des antifas, mais c'est à quelques rues de là, un peu plus tard, que Quentin et ses camarades tombent dans un guet-apens. Il est lynché, frappé à terre. C'est un acharnement. Sur la vidéo diffusée par TF1, on aperçoit même un individu shooté dans sa tête alors qu'il est déjà inconscient. Cette scène d'ultra-violence, ce meurtre, Jean-Luc Mélenchon parvient quand même à le justifier, précisant bien sûr que la violence ne vient que du camp d'en face. On en parle avec le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Ravier, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Voilà, on veut dire ce qui devait arriver à force de jeter des anathèmes, des insultes, de menacer, de dénoncer tout le monde de fascisme. En général, Stéphane Ravier, je vous appelle pour parler du narcotrafic et des meurtres qu'il y a dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille. Là, on est sur un autre registre, on est sur du registre idéologique. Alors, on sait bien, en général, c'est les fascistes qui sont accusés de tuer et d'être violents. Là, pour le coup, c'est l'extrême gauche, notamment une organisation assez proche de la France insoumise qui est passée à l'acte. Est-ce que vous craignez que ça puisse dégénérer? On n'est pas encore au niveau de la guerre civile, mais si on en arrive déjà à de tels extrêmes, et vu la violence du débat et l'agression de certains propos, est-ce que vous pensez que cette situation pourrait hélas dégénérer?
Permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Quentin. Mon amitié et mon soutien à ses camarades militants. Est-ce que la guerre civile a commencé? En tout cas, c'est ce que souhaite, j'allais dire, et de façon appuyée, M. Mélenchon et ses amis qui, depuis des années, appellent à la violence, la justifient, l'encouragent. Ce qui est le plus inquiétant, c'est la passivité, voire la bienveillance des pouvoirs publics depuis de trop nombreuses années à l'égard de la milice Antifa et des milices en général d'extrême gauche. Parce que la violence politique dans ce pays ne vient que de ce camp. Il faut en finir avec cette fable que la violence viendrait des groupes d'ultra-droite qualifiés de fascistes. C'est l'alibi qui est brandi par l'extrême gauche pour utiliser la violence envers ses adversaires. Et je le précise, pas plus seulement envers la famille de la droite nationale, ou des nationaux, ou des patriotes, des nationalistes, mais tout ce qui n'est pas de gauche à Marseille, des militants du syndicat étudiant, l'UNI, qu'on ne peut quand même pas qualifier d'extrême droite. Bon, ces militants ont été agressés sur la Canebière, à 100 mètres du commissariat central, par des militants Antifa, parce que justement, ils ne sont pas de gauche. Je dis à la droite molle, qui est trop discrète depuis des années face à ce phénomène, que son tour viendra lorsque les militants patriotes auront été évincés, auront été, je ne sais pas si le mot est trop fort, mais j'allais dire exterminés politiquement. C'est le tour de la droite, car cette extrême gauche est d'une intolérance et d'une haine sans fin. Donc il est temps qu'il y ait une union sacrée pour se débarrasser de cette racaille qui nous pollue la vie et qui non seulement nous la pollue, mais ôte la vie à des militants patriotes, à des militants bienveillants, à ce Quentin qui s'était investi pour le bien d'autrui. Il y en a marre de ça. Il y en a assez. Donc j'appelle le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice à remplir la tâche qui est la leur, de faire régner l'ordre avant que ça ne dégénère. Parce que je me demande si ce n'est pas voulu quelque part de pousser les militants nationaux dans leur dernier retranchement, de les forcer à se défendre vu que l'État ne remplit pas cette mission, et de les accuser ensuite de s'être défendus pour dire, vous voyez, on vous avait bien dit que les militants nationaux, que les militants patriotes étaient violents. Parce qu'on nous accuse à chaque fois, même lorsque l'on se défend. Donc, pardonnez-moi, mais... Je vous sens en colère. Je vous sens... Non, mais Stéphane Ravier, vous reconnaissez que Bruno Retailleau a pris une mesure en juin dernier quand il avait dissous la Jeune Garde. Donc la décision politique était claire et la dénonciation de comportements violents de la part de ces groupes avait été reconnue par le ministère de l'Intérieur. On sent Monsieur Nunez un peu plus coincé aux entournures là parce que ça lui a échappé. Je pense quand même qu'à un moment donné... J'ai honte pour lui. Honte pour lui. Oh, ils vont prendre la dimension Monsieur quand même. Nunez, oui. Monsieur Nunez, qui a le culot presque d'insulter la mémoire de Quentin en demandant via ses services à Alice Cordier, le leader du groupe Némésis, de ne plus communiquer sur ce drame pour ne pas faire monter la tension. Si monsieur Nunez ne veut pas que la tension monte, qu'il fasse son travail, qu'il demande aux policiers d'arrêter, de mettre en garde à vue l'assistant parlementaire de monsieur Arnaud. Plusieurs témoins oculaires affirment qu'il était présent sur les lieux. Il n'est toujours pas interrogé par la police. De qui se moque-t-on dans ce pays? J'ai l'impression, encore une fois, qu'on veut nous pousser à bout, qu'on veut nous pousser à commettre l'irréparable, mais nous ne le ferons pas. J'invite les militants à ne pas commettre cette erreur, mais à se mobiliser de moyens, c'est-à-dire pacifiques, politiques, militants, pour mettre une pression démocratique et que cette racaille soit mise hors d'état de nuire. Est-ce que vous l'avez dit, évoqué, il ne faut pas tomber dans le piège. Ça peut être aussi vécu comme une provocation et il est probable que l'extrême gauche se réjouirait qu'il y ait dans le camp d'en face une réaction aussi violente. Vous mettez bien en garde, monsieur. Bien sûr.
pas seulement l'extrême gauche. Je rappelle que si, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, Bruno Retailleau a entamé une procédure de dissolution de la Jeune Garde, mais le Conseil d'État a été saisi par la Jeune Garde et aurait dû déjà statuer, mais il a repoussé la date. Et donc, à l'heure où nous parlons, la Jeune Garde n'est toujours pas dissoute. Elle s'est reformée à travers un autre groupe, d'ailleurs. Et effectivement, ils se sont déjà reconstitués. Parce qu'il n'y a pas seulement M. Mélenchon qui est responsable, co-responsable de la situation. M. Gabriel Attal, au lendemain de la dissolution, a appelé à faire barrage au Rassemblement national, quitte à prendre un bulletin de la France Insoumise qui, par la voix de son président, a déclaré que la Jeune Garde était un allié lié à la Jeune Garde. Ce sont donc finalement la même structure, l'un encourageant l'autre à la violence, et lorsque la violence est perpétrée, eh bien, M. Mélenchon, le premier, il trouve des circonstances atténuantes. C'est insupportable. Voilà. Donc l'État doit reprendre la main avant vraiment que cela ne dégénère. Il est clair, et les témoignages sonores sont accablants pour la France Insoumise dans sa légitimation de la Jeune Garde, considérer que c'était un mouvement insoumis, proche des insoumis, qui partageaient les mêmes valeurs, qu'ils avaient une nécessité justement de vigilance par rapport au danger de l'extrême droite fascisante. Finalement, l'arroseur est arrosé. Vous pensez, Stéphane Ravier, qu'il va y avoir peut-être là une redistribution des cartes, une prise de conscience? Il est arrosé de sang, monsieur. Oui, alors... LFI est arrosé de sang. Monsieur Attal est arrosé. Tous ceux qui ont permis l'ascension politique de LFI et donc, de façon parallèle, de la Jeune Garde, sont tous éclaboussés de sang. C'est ça la réalité. Donc, Stéphane Ravier, laissez-moi vous dire que tous les électeurs de la France Insoumise, ne leur faites pas le procès qu'il n'est pas acceptable qu'on vous fasse. Tous les électeurs du Rassemblement National et à un moment du Front National n'étaient pas racistes, fascistes, xénophobes. Voilà, je suppose que les électeurs aujourd'hui de la France Insoumise doivent être très ennuyés par ce qui s'est passé et que certains doivent être gênés des déclarations que l'on a entendues des leaders de la France Insoumise qui disent mais la Jeune Garde finalement c'était utile. Là je pense qu'il doit y avoir une redistribution des cartes et je pense peut-être il y a une échéance électorale qui arrive, on sent bien la panique. C'est aux Français de trancher. Et oui, voilà, et la France Insoumise, on la voit bien, ils sont dans la panique, ça tombe très très mal pour eux à un moment où ils espéraient conquérir peut-être quelques communes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est de nature à redistribuer dans les consciences politiques françaises, de redistribuer les cartes? Monsieur Mélenchon et la France Insoumise ont malheureusement un électorat traditionnel qui n'en démordra pas. Il a néanmoins bénéficié d'un soutien plus large de la gauche, précisément, et pas que seulement de l'ultra-gauche, du Parti Socialiste, des centristes, de Renaissance par la voix de Gabriel Attal. Il bénéficie d'un soutien dans les universités, il bénéficie d'un soutien dans le monde médiatique, il bénéficie d'un soutien dans le monde judiciaire. Il y a une totale impunité jusqu'à présent. C'est bien pour ça qu'ils sont allés encore plus loin, trop loin avec Quentin, parce que ça fait 20 ans que ça dure, ces agressions physiques. Dernièrement, le 5 février à Toulouse, des patriotes ont été agressés par une dizaine d'antifas. Oui. Le 13 février, c'était un meeting du RN à Grenoble qui a été attaqué par les antifas. Les exemples d'agression physique ne manquent pas. L'Observatoire de la délinquance politique a fait savoir que sur 250 violences, plus de 86 violences étaient violences physiques par les antifas et 160 agressions matérielles. Donc les faits sont là depuis des années. Donc il faut désormais mettre hors d'état de nuire le fameux cordon sanitaire, mais aussi, j'allais dire, judiciaire. C'est pas seulement un cordon électoral qu'il faut mettre autour de M. Mélenchon, mais aussi que justice soit faite sur l'ensemble des responsables, sur cette chaîne de responsables qui a conduit à cet assassinat qui a été perpétré il y a 48 heures par les militants antifa. Et à ce moment-là, on pourra, je dirais, se débarrasser de l'essentiel de cette structure. Je n'arrive pas à trouver le mot, nauséabonde, insupportable, ignoble, les qualificatifs ne manquent pas. Stéphane Ravier, en allant un peu plus loin dans l'analyse politique, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui à juste titre qu'avec cette tragédie, l'assassinat de Quentin, le Front populaire est mort? C'est-à-dire que les autres alliés de la France Insoumise vont y regarder à deux fois avant de refaire un pacte avec ce parti? Mais que leur faudrait-il de plus? Que leur faut-il de plus
pour couper les ponts définitivement avec M. Mélenchon et sa bande. Honte à celui ou celle qui va encore se hasarder pour sauver quelques sièges, de continuer à tendre la main à ceux qui sont en train de justifier, ou tout au moins d'atténuer l'importance, le drame du décès de Quentin. Honte à eux. Donc je veux croire, peut-être que je suis naïf, parce que avec la gauche, il faut s'attendre à tout, et surtout au pire. Je veux croire que ce drame ne restera pas sans lendemain politique et que la gauche pourra en profiter, entre guillemets, pour faire son examen de conscience et se débarrasser de ce fardeau qui est LFI, pas seulement pour la gauche, mais pour l'ensemble du pays. Quant à vous, en tant que représentant de la droite nationale et élu parlementaire en Bouches-du-Rhône, je pense que vous appelez évidemment au calme et à la raison. Bien sûr, mais à la détermination, à ne pas baisser... j'allais dire la garde, sans jeu de mots. Ça tombe mal. Oui. Ne pas baisser la pression, ne pas faire baisser la pression auprès le ministre qui demande encore une fois à Alice Cordier de ne pas communiquer, mais c'est délirant. Mais nous donnerons sur cette vérité. Stéphane Ravier. On la reçoit demain. Merci à Sud Radio de le faire. Nous donnerons la parole à Alice Cordier. Merci Stéphane Ravier pour votre témoignage. Voilà, le cri du cœur, un vrai coup de gueule. Vous savez que cette antenne, est toujours attentive à vos positions. À très bientôt. C'est un fléau qui touche la France plus qu'aucun autre pays européen. Le nombre de suicides augmente en France et c'est un sujet tabou dont on va parler dans un instant avec Edgar Mermet, auteur d'une série documentaire sur le sujet. Alors restez bien avec nous. Juste avant, les perles et vos réactions au 0826 300 300. À tout de suite. Tous les jours de 16h à 17h, Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Je crois que vous vous trompez dans la manière d'aborder le sujet, les amis. Eh bien, ma chère Maud, Michel-Édouard Leclerc a fait une sortie un peu inattendue à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il a l'air d'apprécier le personnage. Ouais, un saint homme venant à la rescousse d'une brebis égarée. C'est à cela qu'on pourrait résumer l'intervention de Michel-Édouard Leclerc hier sur LCI, qui juge donc Jean-Luc Mélenchon totalement irresponsable de l'assassinat de Quentin, lynché à Lyon jeudi soir par des antifas. Écoutez. Non mais Jean-Luc Mélenchon, il peut être une grande gueule, mais il est une grande gueule. Mais c'est pas un violent, c'est pas vrai. C'est un type hypersensible, c'est un garçon hyper intelligent. Voilà, il a besoin pour s'exprimer de se radicaliser, pour exister, pour passer dans les médias, mais on peut pas lui attribuer l'origine de ça. C'est pas vrai. Mais que vaut le poids des mots lorsqu'ils sont sans substance et a fortiori que vaut la vie d'un chef d'entreprise dans une affaire criminelle hyper politique? Ici, Michel-Édouard Leclerc explique en quelque sorte qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, que les sorties de Mélenchon appelant ouvertement à la violence et légitimant les actions de la jeune garde ne sont que stratégie politique, à distinguer bien sûr du véritable bisounours qu'est Jean-Luc Mélenchon. Autrement dit, le chef des Insoumis ne met vraisemblablement pas son intelligence au service de la cause. Il parle, il gueule, mais tant qu'il ne mord pas lui-même, il n'y a pas mort d'homme. Sauf que si, du coup, il y a Quentin, 23 ans, militant nationaliste piégé par des antifas appartenant, selon les dernières informations, à la Jeune Garde, un groupuscule ultra-violent dissous par Bruno Retailleau l'an dernier et reformé à travers un nouveau nom, Éteignons la flamme, en référence à la flamme du Rassemblement national. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a d'ailleurs rappelé ce matin qu'il y avait bien des liens entre la France Insoumise et la Jeune Garde. La France Insoumise, qui, je le rappelle, a été officiellement qualifiée de parti d'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, c'est pas pour rien. Jean-Luc Mélenchon n'a pas exprimé la moindre indignation depuis la mort de Quentin. Il ne s'est ému que de la dégradation de quelques permanences de son parti, aspergé de faux sang, mais le vrai sang, lui, ne semble pas l'émouvoir plus que ça. En tout cas, pas celui de Quentin, pas pour un homme qui prétend incarner la République et entend siéger à la présidence, ça fait quand même un peu mal. En tout cas, tandis que l'enquête avance, une chose est sûre, l'un des collaborateurs de Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde et actuel député de la France Insoumise, était présent au moment du lynchage. Il aurait, selon plusieurs témoins, organisé ce guet-apens. Du coup, finalement, entre la France Insoumise et les militants d'ultra-gauche, je crois que le lien est vite fait. Oui, étonnante déclaration de Michel-Édouard Leclerc, d'habitude si prudent, puis bon, il n'est pas dans ce secteur. Est-ce que ces visées présidentielles feraient qu'il voudrait être ménager? Il voudrait ménager M. Mélenchon, étonnante, comme. J'aurais visé un autre candidat à sa place, mais là, franchement, je vois pas l'intérêt, je vois pas la stratégie. Je pense que je connais Michel-Édouard Leclerc, je pense qu'il va réagir à la polémique qu'il a soulevée.
Le Sénat a adopté un texte pour lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne. Oui, les sénateurs se sont inquiétés de la profusion de ces exploitations sexuelles en ligne et donc ils ont voté une loi. Le Sénat a voté une loi prévoyant 7 ans de prison et 100 000 € d'amende à l'encontre des personnes reconnues coupables d'avoir aidé, assisté, participé ou tiré profit de la diffusion de contenu sexuel, de contenu à caractère sexuel. On s'étonne ne s'étonne pas, mais enfin le Sénat sait qu'il devra faire passer cette loi par l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est eux qui tirent la sonnette d'alarme. C'est vrai que ça avait pris des proportions et que ça a pris des proportions inacceptables. Je disais on s'étonne que l'Assemblée nationale ne l'ait pas faite avant elle-même. On verra bien comment les députés, je pense qu'ils vont y aller sur la pointe des pieds, parce qu'on va toujours nous dire attention, atteinte à la liberté d'expression, ça commence sous le délit sexuel visuel. On verra bien comment nos collègues journalistes traitent cette information et comment les collègues députés des sénateurs approchent aussi la question. Ambiance Tricatel dans la grande distribution qui vend de plus en plus de produits à la provenance parfois inconnue. Et oui, il faut toujours maintenir un pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat est en bas, faut maintenir des prix très bas. Et la grande distribution qui s'est souvent tant vantée de ne vendre que des produits d'origine française, en tout cas européenne, est prise en flagrant délit. Aujourd'hui, près de 29%, notamment de la viande, de produits viennent non pas de l'Union européenne, de l'extérieur de l'Union européenne, souvent avec des produits à l'intérieur, des ingrédients illicites, des colorants, des conservateurs qui ne sont pas autorisés en Europe. Évidemment, tout ça, c'est pour faire baisser les prix, puisque cette marchandise, ces aliments, c'est vraiment de la malbouffe. C'est produit dans des pays où il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de normes. Donc, quand ça arrive sur le marché européen et français, c'est moins cher que la production européenne et française. Donc, non seulement ça détruit des emplois, ça détruit des activités. Alors, pour contourner l'obstacle, parce que malgré tout, dans les ports européens et en France, notamment au Havre et à Marseille, qui sont les deux principaux ports d'importation des produits alimentaires, il y a des contrôles. Il y a des contrôles douaniers, il y a des contrôles de la DGCCRF. Et bien, pour contourner la législation européenne, parce que ces produits sont quelquefois vraiment illégaux, eh bien, on importe par Rotterdam, ce port hollandais, et comme à Rotterdam, les Pays-Bas, c'est un pays où non seulement c'est un paradis fiscal, mais on contrôle pas, on laisse rentrer la marchandise, le commerce, le business, le fric d'abord. Eh bien, ces pays rentrent en Union européenne par Rotterdam avec la bénédiction du gouvernement néerlandais. Donc, vigilance aux consommateurs. Regardez bien la provenance des produits. Étant entendu, Maud, vous le savez, et je l'ai répété 1000 fois à cette antenne, l'Union européenne ne veut pas qu'il y ait de traçabilité des ingrédients contenus dans les produits transformés, parce qu'ils considèrent que c'est contraire au libre-échange. Donc, quand vous avez un plat préparé avec de la viande qui vient d'extra de l'Europe, qui peut venir d'Ukraine ou qui peut venir du Maghreb, eh bien, vous n'avez pas à le savoir, vos consommateurs, parce que ça pourrait influencer votre choix et votre décision. C'est ça l'Europe libérale qui défend les consommateurs, mes fesses. Mais qu'est-ce qu'on va se faire à manger? Pomme de terre. Pomme de terre. D'accord. Un agriculteur a commis un beau geste en distribuant gratuitement une très très grande quantité de pommes de terre invendues. Oui, alors là c'est le contraire de ce que je venais de vous annoncer. On est dans la bonne bouffe. C'est Christian Roussel, agriculteur à Penin, dans le Pas-de-Calais. Il avait 90 tonnes de pommes de terre invendues. En général, vous savez ce qui se passe. On va les déverser devant la sous-préfecture, ou alors, on fait une manifestation. Et là, il a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Il a agi avec son cœur et il est allé offrir ces pommes de terre. Il les a les offrir sur un marché aux gens qui n'ont pas de quoi se les payer, et elles sont parties assez vite. C'est donc la preuve que lorsqu'il y a un produit gratuit, il y a des gens qui aujourd'hui sont dans le besoin et qui sont très contents qu'on leur offre ce genre de produit. Vous savez, il y a une polémique récente sur la grande distribution. Que deviennent les produits avec date de vente dépassée, la DLV qui est dépassée? Ils ont le droit de les offrir à des organismes, plutôt sociaux, des EHPAD ou des centres pour personnes qui ont des faibles revenus. Il y a différents moyens d'écouler une marchandise. Ça évite le gaspillage et en tout cas, ça permet de nourrir des gens avec des produits sains, de la terre de France, des produits européens. Et là, on félicite ce paysan Christian Roussel pour son acte de générosité qui est à la fois républicain et citoyen, n'oublions pas de le dire.
Le ministre de l'économie Roland Lescure a annoncé un investissement de 200 milliards d'euros pour rénover les réseaux électriques français. C'est gigantesque, hein, c'est la PPE 3, hein, ce fameux plan de réélectrification de la France, 200 milliards d'euros, dont une grande part d'éoliennes, Maude. Alors, la précédente PPE sous M. Hollande et M. Macron, pour plaire aux Allemands et aux écologistes, on avait commencé à démanteler le réseau nucléaire. On sait qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire produit l'électricité la plus décarbonée, la plus saine et la moins chère. Et là, on va racheter des éoliennes. Alors je vous donne le prix, hein, une éolienne produit l'électricité qui coûte 198 € le mégawattheure. Alors que le nucléaire, c'est un peu moins de 60 €, c'est 58 €. Donc on préfère privilégier des éoliennes qui ont été importées évidemment de pays asiatiques hors Europe. On les installe, ça produit peu d'électricité et que uniquement lorsqu'il y a du vent, vous le savez, et on continue. Alors bon, on a bien vu là, le gouvernement dit non, on va relancer le nucléaire après avoir mis 9 ans en stand-by. On essaie de rattraper le temps perdu et on va voir si on peut avoir une électricité un peu moins chère. Pour autant, les 200 milliards, vous vous rendez compte, Monsieur Lescure, qui est un petit peu en train de jouer son poste en ce moment dans la recomposition du gouvernement, s'il y a un remaniement, il n'est pas sûr qu'il soit là. 200 milliards, on connaît le déficit de la France, 200 milliards pour installer un nouveau projet. Alors, il y aura de rénovation d'installations électriques, le réseau va être revu, mais il y a surtout une grande part pour mettre des éoliennes, alors surtout en mer, mais il y aura aussi des territoires où on aura les grandes hélices qui vont tourner. On se demande si ce gouvernement, le matin, quand il se réveille, on se demande ce qu'ils prennent au petit déjeuner, parce que quelquefois les décisions sont aberrantes et qui vont pas dans le sens de ce qu'attendent les Français. C'est à moi, vous lancez, Maud. Oui. De quoi vous voulez mais vous m'oubliez, Perico, vous ne me regardez plus, de toute façon, j'ai bien compris. Mais non, parce que j'étais tellement les éoliennes, perturbé. Mais tout pour les éoliennes. Les éoliennes, non, j'étais perturbé par l'information dont vous avez parlé. Stéphane Bern a participé à l'émission Danse avec les stars, et il a refusé, on lui proposait comment on dit, un partenaire de danse? Partenaire de danse, oui, oui. C'était un monsieur, il n'a pas voulu danser avec lui. Non, pour une raison aussi banale qu'honorable, à l'heure où tout le monde s'autoproclame ambassadeur d'une cause quelconque pourvu que ça fasse parler de soi, Stéphane Bern a refusé de danser avec un homme parce qu'il ne l'a jamais fait avant, c'est une bonne raison, parce qu'il a toujours été invité à danser par des femmes et parce qu'il aurait trouvé ça ridicule et caricatural. Stéphane Bern a confié aux journalistes de Paris Match ne pas avoir besoin de ça pour être gay et pour l'assumer. Il dit juste ceci, je cite, je ne suis porte-drapeau de rien, ce n'est pas dans ma nature, on se montre avec Yori, son compagnon, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le plateau de Danse avec les stars, je ne suis pas secret, mais je suis discret. Très jolie nuance. Vous avez déjà dansé avec une femme, Maud? Oui. Je crois pas, non, ou alors pour rigoler, quoi. Enfin, non, voilà. mais je vois dans les c'est comment le nom des dancing? C'est des boîtes de nuit, des discothèques. J'ai vu des gens de même sexe danser ensemble. Et moi, mais là, c'est de la représentation. Moi qui suis basque, vous savez, dans les villages, quelquefois à la fin d'un banquet, on danse, parce que c'est une tradition, on danse entre hommes. Surtout, les femmes dansent de leur côté et nous danserons. Voilà, avec le béret, vous savez, les basques. D'aucun problème. Je respecte Stéphane Bern, enfin, je peux lui dire, voilà, il y a aucun Comme danger. tout est politisé, que c'est à la télé, etc. Je comprends parfaitement Stéphane cette Bern, position. que j'apprécie, je le connais bien. Voilà, il y a aucun. Je comprends la raison de sa méfiance. Voilà, mais s'il avait dansé avec un homme, personne n'y aurait fait le reproche. Allez, vous restez bien avec nous. Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas, Maud Koffler. On va parler d'un sujet sensible qui touche de nombreux Français, de près ou de loin, le suicide. La France présente l'un des taux les plus élevés de décès par suicide en Europe. Selon les dernières données disponibles, on dénombre en France près de 9000 décès par suicide et 200 000 tentatives par an. Un sujet tabou dont nous allons parler aujourd'hui avec Edgar Mermet, co-réalisateur de la série documentaire Suicide, brisons le tabou. Bonjour Edgar Mermet. Bonjour. Bonjour Edgar Mermet, merci d'être à l'antenne de Sud Radio aujourd'hui. Le sujet qui défraye la chronique depuis quelque temps, c'est l'aide à mourir. Autrement dit, suicide assisté. Ça, ce sont des gens qui sont en phase terminale de maladie et dont on veut abréger des souffrances ou les accompagner dans leur choix. Et vous soulevez un autre problème. C'est le suicide en soi. Vous nous expliquez que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. De plus en plus de gens se suicident. J'allais dire toute catégorie d'âge, toute catégorie sociale. Déjà, premier constat, après votre documentaire qu'il faudra absolument voir, c'est un phénomène qui est inhérent à notre sociologie actuelle, à l'époque. Il y a une souffrance que l'on ne voit pas dans notre monde qui fait que des gens mettent fin à leur jour. Le suicide a toujours existé. Là, pour le coup, on est plutôt sur une
une baisse de suicide depuis 20 ans. En fait, ce dont les professionnels de santé ont peur, c'est plutôt l'évolution des choses. Notamment depuis la crise sanitaire, il y a notamment la santé mentale des jeunes, mais pas que. On parle beaucoup de la santé mentale des jeunes, mais il faut savoir que la population qui se suicide le plus, c'est les hommes les plus âgés. C'est les hommes âgés, c'est les seniors dont on parle très peu. Donc c'est vrai que le suicide assisté peut faire aussi beaucoup de mal en fait à la prévention du suicide, parce que la prévention du suicide, c'est justement d'essayer de sauver les gens et c'est d'essayer de leur parler. Et pas justement de les laisser mourir entre guillemets. Quels sont aujourd'hui en 2024, 2025, 2026 dans cette partie du 21e siècle, dans un pays développé comme la France, dans le monde occidental où on est dans dans la modernité, quelle peut être la cause du suicide? C'est une détresse, totalement mentale. C'est une violence que l'on croit subir. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un aujourd'hui à se tuer? Je pense que justement, c'est important d'éduquer sur le suicide. Déjà, de dire qu'il n'y a pas une seule cause, un suicide. Souvent, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans les médias, où on va dire il se suicide à cause d'une rupture, il va se suicider parce qu'il a des dettes, alors que le suicide, c'est l'histoire d'une vie. Et donc, je pense qu'il faut remettre ça aussi dans la perspective. Donc, c'est-à-dire que le suicide, ça peut, en effet, être lié à des traumas, à des événements qui vont être traumatiques pour une personne. Ça peut être lié à des fragilités, en effet, notamment à la dépression, qui est présente chez beaucoup de personnes. Ça peut être lié à des troubles psychiques, comme la bipolarité, la schizophrénie, etc. Donc, c'est multifactoriel, et je pense que le suicide, il n'y a pas une seule cause, et je pense que c'est justement ça qu'il faut traiter. On ne peut jamais connaître les vrais mécanismes, puisque par définition, le suicide est un acte intime, personnel, sauf si on a laissé une lettre ou un témoignage d'explication. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait dans notre connaissance, sur le plan psychique et psychologique? C'est un degré de souffrance tel qu'on veut abréger cette souffrance Exactement. Je pense que c'est aussi un message important pour le suicide, c'est que les gens, ils veulent pas mourir. Ils veulent arrêter de souffrir. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très différent, ce que les gens doivent comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui tue, c'est le silence et l'isolement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut que les gens connaissent aussi que, il y a des ressources, qu'il y a un numéro qui s'appelle le 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide en France, qui devrait être aussi connu que le 15 ou que le 17, et qui ne l'est pas assez connu aujourd'hui. On parle souvent des suicides d'hommes politiques. Je fais allusion à Jean-Germain, maire de Tours, qui s'était suicidé avant un procès pour une affaire de mariage avec une organisation chinoise. Il devait passer au tribunal d'Orléans, il s'est suicidé avant. Olivier Marleix, on n'a pas compris ce qui se passait. Là, c'est pas une forme de souffrance, ça peut être une question d'honneur, une question de ne plus croire en l'avenir, une forme de désespoir qui n'est pas forcément une détresse personnelle. On peut décider à un moment donné, j'ai plus envie de rester dans ce monde. Justement, je pense que chacun a ses raisons, et comme vous l'avez dit, c'est très compliqué de le savoir tant que les personnes ne s'expriment pas. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire, c'est que, encore une fois, l'isolement et le silence tuent, et donc il faut que les personnes parlent, il faut que les personnes sachent qu'ils ont des gens à qui parler, il faut que toute la société aussi se prennent part du sujet, qu'on puisse parler à des collègues, à des amis, pas seulement à sa famille, pas seulement à des professionnels de santé, pas forcément à des psychiatres ou à des psychologues, alors qu'on sait que l'accès aux soins justement aujourd'hui c'est très fragile, que la santé est un milieu qui ne va pas bien, et que donc évidemment la psychiatrie et donc le lien à l'autre, et notamment pour les personnes qui sont dépressives ou qui ont d'autres troubles, est assez compliqué. Alors là on vient justement au contenu même du sujet qui est soulevé par votre documentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans une société comme la nôtre, la société française? Il y a de la prévention. On sait que la santé psychiatrique et la psychiatrie est très très mal en point aujourd'hui en France. Pour autant, est-ce qu'il y a des moyens, soit pour nous particuliers qui ne sommes pas compétents, soit dans le monde médical, d'essayer de prévenir un tant soit peu? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent indiquer que quelqu'un est au bout du rouleau? Alors, si on devait surveiller tous les déprimés, on n'en finirait pas. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un seuil au-delà duquel on peut s'inquiéter, ou des signes qui en soi justifierait que l'on aille voir la personne ou qu'on la signale à quelqu'un de compétent pour attirer l'attention sur elle? Donc en effet, il y a des signes comme des changements de comportement soudains, comme de l'isolement ou une tristesse évidemment prolongée. Je pense que la première chose, c'est justement de s'informer. La première chose, c'est encore une fois de savoir que le 3114, par exemple, c'est pas juste pour les personnes qui ont des idées suicidaires. Ça peut être un parent, ça peut être un ami qui se sent concerné par le sujet, qui a peur pour une personne proche. N'importe qui peut appeler 3114 pour signaler quelque chose qui l'interpelle. Enfin, pour avoir des conseils, parce que justement il ne sait pas, et donc je pense que ça c'est la première des choses, c'est se former. Il y a des programmes comme le programme Sentinelle qui justement permet à des citoyens de détecter les signes, parce qu'en effet si jamais on n'est pas formé, c'est impossible de le savoir, et on peut très bien avoir aussi une mauvaise passe, passer une mauvaise nuit, et donc c'est pas parce que quelqu'un est pas bien un jour que forcément il va mal. Mais en revanche, si on n'est pas formé et si on n'est pas informé, c'est dur de voir les signes.
Les sociologues, les psychiatres, je ne sais pas s'ils travaillent ensemble. Je pense qu'il y a des scientifiques qui se penchent sur la question du suicide. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, non pas de résoudre les causes, ça serait trop beau, mais de pouvoir faire en sorte que certaines situations de détresse soient évitées ou soient réglées dans un délai assez rapide? Je pense que c'est aussi une question de moyens. Donc évidemment, il faut qu'il y ait des gens qui soient formés et qui soient présents. On peut par exemple penser au milieu scolaire, pour lequel il manque de personnel scolaire et notamment personnel médical qui peut être là justement pour orienter les élèves, pour voir des signes. Même chose dans les entreprises, c'est possible aussi, y compris dans les entreprises publiques. Donc je pense que oui, mettre des moyens et mettre des gens qui peuvent reconnaître ces signes déjà dans la société, c'est important. Encore une fois, se former, même en tant que citoyen, faire relayer aussi justement le 3114, dire qu'il y a des solutions. Il y a aussi des associations avec des bénévoles. On peut penser à SOS Amitié, à Suicide Écoute, à Phare Enfants Parents qui est justement fait à la fois pour les parents endeuillés, mais aussi les parents qui ne sauraient pas comment gérer, par exemple, leur relation avec leur enfant avec une certaine tristesse. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, des associations, le 3114 encore une fois, des programmes comme Papageno qui donnent aussi des mots. Donc il y a des choses, il y a des informations. Le problème, c'est qu'il faudrait aussi peut-être des campagnes de communication. On a eu énormément de campagnes de communication et c'est tant mieux pour les accidents de la route. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la même chose pour la prévention du suicide. Vous nous disiez au début de cet entretien que la majorité des suicides concernent en général des seniors. Bon, des hommes en particulier. Oui. Ça, c'est quoi? J'en ai marre de vivre ou je ne trouve pas de raison. Enfin, on imagine le genre de détresse que ça puisse... Je dis on imagine, avec beaucoup de prudence. Pour autant, les suicides qui défaillent le plus la chronique et qui nous interpellent, c'est les suicides de jeunes. Alors, normalement, est-ce qu'il y a eu du harcèlement? Vous pensez aujourd'hui que la société française, j'allais dire que l'organisation de la société française est armée pour le prévenir, ou vous estimez qu'on est très en deçà de ce qu'on aurait pu mettre en place au niveau public, au niveau institutionnel? Je pense qu'on est très en deçà. Je pense que les gens, encore une fois, ils sont pas sensibilisés, que je pense qu'on a peur du parler du suicide, notamment la première idée reçue qui serait que parler du suicide ça provoque des suicides. Non, mais parler mal du suicide ça en provoque. En revanche, si on a les bonnes ressources et qu'on écoute les bonnes personnes, ça a justement un effet préventif. Et je pense que notamment le milieu scolaire, il y a un gros manque de prévention et encore une fois de moyens, de gens qui seraient là pour orienter les élèves et pour leur permettre d'aller mieux. Notre époque est plus anxiogène que les autres, ou non? Ou du temps du Viking, c'était la même chose. On vivait moins vieux, vous me direz. Ouais. On n'est pas le temps de se suicider parce qu'on était déjà mort. Mais notre époque est, alors plus sérieusement, notre époque est vraiment anxiogène. Il y a des sources aujourd'hui de détresse psychique et psychanalytique. Alors chez les jeunes, oui, ça c'est sûr. Il y a des signes qui le montrent, et notamment depuis la crise sanitaire. Même si c'était là avant, on parle beaucoup de la crise du Covid, mais il faut savoir que c'était là bien avant, et que l'isolement n'a pas commencé à partir du Covid. En revanche, il a amplifié des tendances qui étaient déjà là. Et encore une fois, ça a fait la même chose pour les personnes âgées qui se retrouvaient pour beaucoup livrées à elles-mêmes aussi. Donc je pense que c'est une époque qui peut être aussi anxiogène pour tout le monde, et c'est pour ça que dans le documentaire on a le psychiatre Charles-Édouard Notre-Dame qui rappelle le rôle du politique, à la fois pour les moyens et aussi pour le degré de cohésion sociale pour lequel justement la prévention du suicide est très importante, et là pour le coup c'est les politiques qui ont la main. Alors justement, Edgar Mermet, si vous aviez, puisque vous avez un micro, si vous aviez, sans parler d'appel, mais si vous aviez un conseil à donner, une recommandation, ou si vous vouliez interpeller les pouvoirs publics, vous diriez quoi là, qu'est-ce qui est le plus urgent quand on est membre du gouvernement, quand on est responsable du système de santé français, de l'enseignement scolaire? Quel est le message que vous lancez en premier? S'assurer de quoi, là? Déjà d'écouter les psychiatres, parce que les psychiatres, ils ont les solutions. Et il y a déjà des choses qui existent sur le terrain. Et ils peuvent se tromper ou non? Ils peuvent se tromper comme tout le monde. Mais c'est pour ça que je pense déjà qu'il faut essayer de les écouter, parce que eux, pour le coup, ils sont sur le terrain, et qui, justement, les jeunes et les moins jeunes en détresse, ils les voient tous les jours, qui voient aussi notamment les difficultés dans leur manière d'opérer. Donc je pense qu'il faut déjà écouter les gens qui sont sur le terrain, et puis aussi écouter les parents, écouter ceux qui font de la prévention, les bénévoles, les associations, voilà. Écoutez les gens qui s'y connaissent, et voilà. Ça peut arriver à tout le monde, on se dit c'est pour les autres, ça peut arriver à tout le monde. On sait aujourd'hui que ça arrive tout à tout individu peut être frappé. Il n'y a pas de détermination sociale sur le suicide, quelle que soit votre classe, quel que soit votre âge. Vous pouvez être touché. Donc il y a évidemment des populations qui sont plus touchées que d'autres, mais le suicide ça peut toucher tout le monde, et c'est pour ça que tout le monde doit se mobiliser pour la prévention du suicide. Et le moment du passage à l'acte restera toujours un mystère. Pourquoi le déclenchement à cet instant-là, à ce moment-là, la personne décide de passer à l'acte? Ça, il n'y a aucun signe avant-coureur quand on arrive souvent trop tard, je veux dire. Oui, pas forcément, et je pense que c'est aussi important de le dire, parce qu'il ne faut pas non plus culpabiliser les entourages. Vous disiez, il y a 9000 suicides par an, ça fait autant de familles, autant de parents, autant d'amis, autant de collègues qui peut-être n'ont pas vu, et donc je pense qu'il faut dire qu'il y a des signes, mais il ne faut pas non plus...
encore une fois, il faut juste encourager les gens à s'informer sur le sujet, mais pas non plus les blâmer parce que voilà, on n'y peut rien et c'est pas tout le monde n'est pas formé à la prévention du suicide, tout le monde n'est pas psychiatre. Alors un mot sur l'autre versant de cette thématique, de l'autre côté du fleuve, l'aide au suicide, ceux qui sciemment ne veulent pas continuer à vivre. Vous estimez que là aussi, il y a une façon de pouvoir les accompagner, qu'il y a une solution politique et législative? Bien sûr, mais je pense que c'est déjà bien de faire la différence entre l'aide à mourir et le suicide assisté, puisque du coup, en fait, on parle du suicide assisté, mais du coup, la prévention du suicide, elle reste dans l'ombre. Je pense que ça, pour le coup, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faudra en effet clarifier les choses. Et après, je pense qu'encore une fois, il y a des psychiatres qui ont des choses à dire, qui sont pas forcément pour cette loi, en tout cas avec beaucoup de modifications. Donc je pense qu'il faut écouter tout le monde et il faut essayer de faire de la concertation et de la médiation, donc, même si c'est pas facile. Bon, le débat n'est pas clos, on est bien d'accord? Ah non, le débat n'est pas clos. Et j'aurai certainement l'occasion de vous demander de revenir témoigner sur l'évolution de cette réalité. Merci Diane d'avoir été avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Vous restez avec nous et je vais recevoir Fabrice Leggeri, député européen, ancien patron du Frontex, et on va décrypter cette actualité. Le Parlement européen a voté une loi pour envisager d'avoir des pays tiers vers lesquels on pourrait renvoyer les gens qui sont indésirables sur le territoire européen. Vous restez avec nous, vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. Je suis persuadé que vous avez envie de donner votre opinion ou d'interpeller Fabrice Leggeri sur ce sujet. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bonjour, bienvenue pour cet échange avec Fabrice Leggeri, qui est l'ancien patron de Frontex, député, vous êtes une prise de guerre, comme présentaient les médias, député du Rassemblement national au Parlement européen, où vous représentez une certaine vision de l'Europe, et en tant qu'ancien patron de Frontex, vous êtes tout à fait habilité à savoir ce qui est bon ou mauvais pour l'Europe en matière d'immigration. On a eu là un bouleversement avec ce vote, vous allez nous l'expliquer, Fabrice Leggeri. Je veux dire juste un mot sur la tragédie qui aujourd'hui nous interpelle, la mort de ce jeune Quentin suite à une bagarre mortelle. Vous pensez qu'on était, je dis ça parce que vous voyez bien, vous, au niveau de l'Europe, qu'il y a l'attention, et je posais la question à Stéphane Ravier, on est dans un début de climat de guerre civile ou heureusement pas encore, où ça commence à y ressembler? Bonjour et merci pour votre invitation. Tout d'abord, une pensée effectivement pour les proches de Quentin. C'est un meurtre. Pour la première fois, en tout cas, l'ultra-gauche a tué à Lyon. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous alertons. Nous avons demandé que des sanctions soient prises contre toutes ces milices d'ultra-gauche, la Jeune Garde et d'autres. Nous voyons beaucoup de complaisance en France, beaucoup finalement d'atermoiement. Et on le voit encore, le décret de dissolution de la Jeune Garde qui devait être examiné par le Conseil d'État le 11 février, pour le moment a été reporté, donc cet examen a été reporté. Et il faut voir que le 11 février, LFI a publié un communiqué en disant qu'il fallait que le gouvernement cesse de vouloir dissoudre la Jeune Garde. Au Parlement européen, en tant que député français au Parlement européen, j'ai signé il y a déjà plusieurs semaines une résolution qui demande à ce que les Antifa, comme ils s'appellent, soient inscrits sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes. Nous avons à nouveau nous allons renouveler, j'ai initié une question écrite à la Commission européenne sur ce thème, puisque la Commission européenne se mêle de boucliers démocratiques, de défense de la démocratie dans nos États membres, de la manière dont se déroulent les élections, alors qu'elle n'a pas vraiment de compétences pour le faire. Mais enfin, la Commission européenne, notamment avec les macronistes comme Madame Loiseau, se mêle de tout cela. Alors ma question est très simple, c'est est-ce que nous pouvons tolérer de telles atteintes à la démocratie, parce que cette terreur intellectuelle et maintenant cette terreur physique pèse sur la liberté d'opinion, sur la liberté de s'engager en politique et de défendre ses idées en France et malheureusement aussi dans beaucoup de pays européens. Et pour le coup, ce ne sont pas des ressortissants étrangers, mais des nationaux qui ont leur nationalité, en l'occurrence française. Et là, c'est une autre forme de législation
que celle que vous avez obtenue au Parlement européen. Fabrice Leggeri, en 2 mots, ce vote qui instaure, il y a 2 volets, hein. Enfin, l'idée, c'est d'avoir des pays tiers sûrs vers lesquels on puisse expulser des ressortissants, des individus non désirables sur le sol européen. Disposition qui n'existe pas en France, on se souvient de la polémique, mais il n'y a pas de passeport consulaire, donc les OQTF, si l'Algérie ou le Maroc ou un autre pays n'en veulent pas, on est obligé de les garder. Là, c'est une solution à cette problématique, mais à l'échelon européen, si je comprends bien. Oui, absolument. Nous avons réussi à faire adopter de manière définitive au Parlement européen la semaine dernière 2 règlements, l'un qui porte sur les pays tiers sûrs et l'autre sur les pays d'origine sûrs. Alors, pays tiers sûrs, c'est un dispositif qui va permettre aux États membres de l'Union européenne de refuser d'instruire une demande d'asile. Donc, on va refuser tout simplement de prendre des demandes d'asile et on va dire à ces migrants demandeurs d'asile qu'il existe d'autres pays dans le monde, en dehors de l'Union européenne, qui ne présentent aucun risque pour eux et que par conséquent, s'ils estiment qu'ils doivent demander l'asile, ils peuvent aller dans ces pays et nous allons les inviter, les réorienter vers ces pays. Ça, c'est en amont, hein. C'est au moment où on reçoit la demande. Voilà, c'est au moment où ils font une demande, où ils veulent faire une demande d'asile dans l'Union européenne, on refuse de prendre la demande d'asile et on les réoriente vers des pays tiers sûrs. On leur dit non, vous ne pouvez pas venir en Europe, mais on vous propose d'aller dans tel pays. Ça, cette proposition de loi, ça veut dire que vous avez déjà des contacts avec des États, des pays tiers qui accepteraient, ou c'est une demande de contacter et de solliciter des pays tiers pour qu'ils acceptent cette disposition? Alors en fait, il y a plusieurs cas de figure qui sont prévus dans ce règlement européen. Il y a le cas de figure où nous aurions des accords conclus avec des pays hors de l'Union européenne. Ces accords, et c'était très important pour le Rassemblement national et nos alliés, ces accords peuvent être conclus soit à l'initiative d'un État membre ou d'un groupe d'États membres de l'Union européenne avec des pays non membres de l'UE, ou bien par la Commission européenne avec ces pays tiers. Donc ça, c'est un cas de figure, je dirais, en désignant des pays, mais il y a aussi des cas où le simple transit, le simple fait qu'un migrant ait traversé un pays hors de l'Union européenne lors de son chemin vers l'Union européenne permet de le renvoyer vers ce pays-là au motif qu'il a pu transiter, il n'a absolument pas considéré que c'était dangereux pour lui de transiter dans ce pays, eh bien, il peut y retourner et y demander l'asile. Donc ça, ce sont plusieurs cas de figure. Il y a aussi le cas de figure où, par exemple, le demandeur d'asile aurait de la famille ou parlerait la langue d'un pays. Donc ce sont d'autres cas de figure, je dirais, qui ne nécessitent pas un accord formel entre nous, Européens, et ces pays tiers sûrs. Est-ce que le statut d'OQTF est propre à la France ou des autres pays européens avec une autre formulation juridique ont aussi des individus qu'ils ne veulent pas voir rester chez eux? Et est-ce qu'il y a une norme européenne qui définit, j'allais dire, un OQTF européen ou c'est encore à mettre en place? Alors c'est une négociation qui est en cours, mais je souhaitais également parler de l'autre volet que vous avez annoncé, c'est le règlement sur les pays d'origine sûrs, qui permet là encore de manière très rapide de regarder les demandes d'asile de certaines nationalités de pays sûrs, d'origine sûre. Donc par exemple, il y a l'Égypte, il y a le Bangladesh, le Kosovo, enfin il y a plusieurs pays comme ça. Et donc, dans ce cas-là, les États membres de l'Union européenne peuvent dire, lorsqu'une personne a la nationalité de ces pays que nous considérons comme sûrs, on regarde rapidement si ils ont des arguments à apporter, mais dans ce cas-là, c'est à eux d'apporter la charge de la preuve qu'ils sont menacés alors même que leur pays est sûr pour ses propres ressortissants. Et c'est une procédure, je dirais, expédiée rapidement pour pouvoir les renvoyer dans leur pays. Alors ça pose la question, effectivement, de l'éloignement et donc de l'exécution des OQTF en ce qui concerne la France et des décisions d'éloignement, décisions d'expulsion. Tout ça a des noms un peu différents selon les pays, mais
dans tous les États de l'Union européenne, il y a cette volonté et cette procédure administrative pour expulser des migrants qui sont en situation illégale chez nous ou qui ne sont plus en situation légale parce que notamment leur demande d'asile a été rejetée et qu'ils doivent rentrer chez eux. C'est une négociation qui est en cours. Il y a depuis plusieurs mois une proposition qui a été faite par le commissaire Brunner, qui est un commissaire européen du centre droit, qui est autrichien, qui a succédé à Madame Johansson, j'allais dire la gauchiste, qui était porte-parole des ONG de migrants. Et nous sommes au Parlement européen en train de voir comment renforcer, durcir cette proposition. Il y a 300 amendements qui ont été déposés au Parlement européen par le groupe des Patriotes auquel appartient le Rassemblement national. Parmi ces amendements, nous avons fait des amendements que je qualifierais de politiques et institutionnels, comme par exemple, nous préférerions que ce soit une directive de l'Union européenne et non pas un règlement de l'Union européenne. Nous avons fait un amendement en ce sens. Nous avons également fait un amendement pour que chacun des États puisse être encore plus ferme que la législation européenne qui nous est proposée. Et nous avons également fait un amendement, toujours au titre de ces amendements, je dirais, institutionnels et politiques, un amendement qui dit que si, au bout de certains temps d'application de cette nouvelle législation européenne, il apparaît qu'elle n'est pas efficace ou insuffisamment efficace, à ce moment-là, les États membres peuvent reprendre leur liberté et donc, par leurs propres moyens législatifs, renforcer les expulsions. Et puis, il y a des amendements sur le contenu et en particulier le rétablissement du délit de séjour irrégulier qui a été supprimé en France par les socialistes sous François Hollande, qui a été supprimé de manière générale dans toute l'Union européenne parce que il y a depuis plus d'une décennie une culture de laxisme vis-à-vis des migrants qui a été diffusée par la Commission européenne et les nombreuses ONG pro-migrants qu'elle finance. Et il y a aussi, vous l'avez évoqué, sur la table dans cette proposition de règlement une OQTF qui serait à validité européenne dans l'ensemble des États une OQTE, on dirait une OQTE. Alors sur la base de la réflexion française ou sur d'autres paramètres juridiques? Sur la base d'une réflexion française, sur la base aussi de contacts, oui, puisqu'il y a de nombreux échanges. Et il y a aujourd'hui au Parlement européen un gros tiers de l'Assemblée, donc du Parlement européen, qui est franchement hostile à l'immigration et eurosceptique. Et si vous rajoutez le groupe du Parti populaire européen, du centre droit, des chrétiens démocrates, qui sont de plus en plus sous la pression de leurs électeurs dans tous les pays d'Europe, eh bien, vous avez les conditions réunies pour un virage vers la fermeté qui s'est conclu il y a une semaine par l'adoption de ces deux règlements pays tiers sûrs et pays d'origine sûrs et qui, je l'espère, nous permettra de peser de tout notre poids, sachant que à la fin, nos leaders politiques au Rassemblement national, dans le groupe des Patriotes, décideront si nous avons obtenu suffisamment ou non. On y revient dans quelques instants. Je reçois Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, député européen, qui nous décrypte la loi votée par le Parlement européen instaurant des possibilités de pays tiers vers lesquels on pourrait rediriger les gens dont nous ne voulons pas en Europe. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel parce que je sais que c'est un sujet qui vous touche, qui vous concerne, que vous avez des questions à poser, que vous avez envie d'en savoir plus. Et que vous vous dites, mais si l'Union européenne prend des dispositions et qu'il y a suffisamment de députés européens pour voter cette résolution, pourquoi est-ce qu'en France aussi on ne se doterait pas des mêmes moyens? On attend votre appel, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses États, Perico Légas. Je reçois Fabrice Leggeri, député européen pour le Rassemblement national, ancien patron de Frontex, donc grand spécialiste des questions migratoires
entre l'Europe et le monde, qui a participé à ce vote au Parlement européen. Il était un des porteurs du projet. Voilà, l'Europe est en train de se rendre compte qu'il y a un problème de migratoire, d'immigrants. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et elle vient de prendre les dispositions en ce sens. Le débat n'est pas fini, la procédure non plus. Vous nous appelez au 0826 300 300. Fabrice Leggeri, on voit la disparité au Parlement européen gauche-droite. Pourtant, il y a aujourd'hui un bloc européen de députés eurosceptiques. Je ne pense pas qu'ils soient anti-européens en tant que tels. Ils ne veulent pas de cette Europe dans son dysfonctionnement. Et une partie du centre français est divisée parce qu'il y a quand même un souci qui est à l'intérieur du débat politique français aujourd'hui, et qu'on arrive à un moment, il va falloir prendre des mesures courageuses pour éviter que justement la situation soit pire et que les solutions futures soient plus violentes que celles d'aujourd'hui. Fabrice Leggeri, question technique, quels sont aujourd'hui les pays de l'Union européenne où la législation sur les obligations de quitter le territoire, alors au QTI ou au QT selon le pays, italienne, ce que vous voulez, polonaise, sont efficaces, pertinentes et appliquées? Alors la France est le pays le moins efficace. Il y a en moyenne 20% au niveau de l'Union européenne, 20% des obligations de quitter le territoire qui sont exécutées. La France n'arrive même pas à 10%. Le texte français est bien fait ou non dans la lettre? Le texte... même déjà, il est un petit peu... il y a quelques lacunes. Je crois que le problème, ce sont les multiples recours qui sont possibles. Donc des recours devant toutes sortes de juridictions. Il y a ensuite toutes les organisations, les ONG pro-migrants qui sont financées par de l'argent du contribuable. Donc les contribuables français qui nous écoutent, eh bien, doivent savoir que leur argent est utilisé par le gouvernement français pour payer la CIMAD, le GISTI et d'autres. Je me permets juste un petit rappel, Fabrice Leggeri, recours qui a permis à une association d'empêcher l'expulsion de l'assassin de Dominique Bernard, qui est revenu. Il devait partir, je crois que c'était de Nantes. À la dernière minute, l'association a eu gain de cause. L'expulsion a été suspendue. Il est resté sur le territoire français. Et cet homme-là, un jour, a tué Dominique Bernard. Voilà. Il y a tout un écosystème avec des magistrats qui ne prennent en compte que l'intérêt des migrants, des ONG financées par de l'argent public qui, évidemment, ont pour seul objectif de faire échec à l'exécution de toutes les OQTF, et puis il y a la faiblesse du gouvernement français avec des pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Le cas de l'Algérie est un exemple qui a choqué, qui a heurté tous les Français de voir comment Emmanuel Macron, président, accepte que la France se fasse humilier de la sorte. Donc c'est ça qui fait qu'en France, il y a tout un écosystème qui fait échec à la mise en œuvre des expulsions. Ce n'est pas votre parti, mais Bruno Retailleau a quand même été courageux et cohérent là-dessus, ou vous allez me dire que c'était pas assez? Est-ce qu'il a fait ce qu'il a pu? Il a dit des choses qui étaient sensées. Il a voulu aller au bras de fer avec l'Algérie sur ce thème-là. Malheureusement, il n'a pas eu le courage politique de démissionner pour cette raison-là lorsqu'il était désavoué par le président de la République. Et finalement, son bilan en matière migratoire est un mauvais bilan parce que c'est un bilan de macroniste. Vous voulez dire que s'il avait démissionné en claquant la porte parce que justement il n'avait pas le soutien de l'exécutif sur ce dossier des OQTF algériens, il en serait sorti grandique par rapport à démissionner parce que Bruno Le Maire va rentrer au gouvernement. Il aurait été cohérent en tout cas avec ce qu'il disait, mais malheureusement, M. Retailleau n'a pas été cohérent de manière politique par rapport à ce qu'il disait. Fabrice Leggeri, quel est aujourd'hui l'état de l'Union européenne qui vous sert de modèle? Alors, première question, celui où tu rentres pas chez moi si j'ai pas envie que tu viennes. Est-ce que ça existe? Impossible. Et ensuite, tu dégages et je m'en fiche de la susceptibilité des uns et des autres. Je ne veux plus de vous sur le territoire parce que vous êtes considérés comme dangereux et vous partez quoi qu'il arrive. Il y a des cas de figure de ce genre dans les 27? Oui, bien sûr. Il y a la Hongrie et il y a l'Italie. Alors la Hongrie de Viktor Orban... Alors ça, on sait que c'est un... Voilà. C'est un exemple. Alors ça veut dire qu'on n'y met pas les pieds si on n'est pas accueilli. Il y a une grande fermeté. La Hongrie de Viktor Orban, je rappelle que Viktor Orban fait partie du groupe des patriotes auquel appartient qui a voté donc cette résolution avec vous au Parlement européen. Nous avons travaillé ensemble évidemment pour cette résolution. Et la Hongrie est un pays qui a depuis de nombreuses années
affermi le droit migratoire et le droit de l'asile, a construit aussi une clôture à sa frontière avec les Balkans pour empêcher les flots totalement incontrôlés d'arriver à sa frontière terrestre. On leur a reproché ce mur de quasiment. On leur a ce mur reproché, mais c'est quelque chose qui devient une pratique très courante. La Pologne a construit 250 km de clôture avec la Biélorussie. La Grèce a construit une clôture à sa frontière terrestre avec la Turquie. La Bulgarie a fait de même. L'Espagne a fait de même autour de ses enclaves de Ceuta et de Melilla sur le continent nord-africain entouré par le Maroc. Donc on voit bien si je comprends bien, Fabrice Leggeri, quand on est confronté au réel, on passe à l'acte. Quand on est confronté au réel, quand on n'a pas des intellectuels qui vous disent « Oh là là, il faut accueillir la misère du monde ». Et effectivement, alors Viktor Orban c'est connu et la Hongrie, mais l'Italie de Giorgia Meloni est un cas encore plus intéressant. Bon, il y avait déjà, il y avait Salvini qui avait déjà mis un peu les jalons dans un précédent gouvernement de la droite. Et là, mais donc, ils lâchent pas prise, les Italiens. Alors, au contraire, maintenant, ils vont, comme ils ont des frontières maritimes, on voit bien la géographie de l'Italie, les flux migratoires arrivent par la mer. Et grâce à l'adoption de ces deux règlements la semaine dernière au Parlement européen sur les pays tiers sûrs et sur les pays d'origine sûrs, eh bien l'Italie va, pour 6 mois, donc 30 jours renouvelables jusqu'à une durée maximale de 6 mois, va interdire ses eaux territoriales aux bateaux de migrants. Et donc, nous allons évidemment pouvoir tirer les leçons de cette première tentative grandeur réelle de reprendre le contrôle des frontières maritimes. Et en tout cas, le gouvernement de Giorgia Meloni est pour nous, dans cette matière, un très bon exemple parce qu'il allie à la fois la fermeté, les expulsions, et il utilise, je dirais, de manière extrêmement ingénieuse, l'articulation entre le droit national et le nouveau droit européen. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup travaillé avec nos collègues italiens de la Lega, qui font partie de notre groupe, et avec le groupe des conservateurs et réformistes européens, qui sont au Parlement européen, le groupe de Madame Meloni, mais aussi des Polonais du Parti Droit et Justice. Et pourtant, il y a l'équivalent d'un conseil constitutionnel en Italie, qui ne porte pas ce nom, mais qui est un tribunal qui s'assure de la conformité des lois avec la Constitution. La République italienne est une démocratie, c'est un État de droit à part entière, personne ne pourrait le nier. Et il y a des dirigeants politiques en Italie qui gouvernent le pays en accord avec ce que veulent les Italiens. Le problème de la France, c'est qu'Emmanuel Macron gouverne contre les Français. 70% des Français dans les sondages disent qu'il y a trop d'immigration, qu'il faut des mesures contre l'immigration en France. 70%, c'est bien au-delà de l'électorat du Rassemblement national, même si nous sommes le premier parti de France. Fabrice Leggeri, ce sont les quelques failles de la 5e République. Très belle constitution, mais il y a quelques outils qui, dans les mains de gens qui sont pas respectueux de la souveraineté populaire, peuvent engendrer une déviance institutionnelle. La Hongrie, redites-moi juste, on ne prend pas l'avion vers la Hongrie si on n'est pas attendu en Hongrie, c'est clair? Il y a des contrôles. Ou si ça se fait, on le renvoie tout de suite. Ou on le renvoie tout de suite, ou en tout cas, on met en détention, en rétention administrative, les personnes qui demandent l'asile. Il y a une zone à la frontière terrestre entre la Hongrie et la Serbie, donc les Balkans. Il y a une zone géographique de quelques kilomètres de profondeur dans laquelle les demandeurs d'asile doivent rester. Et quand je dis doivent rester, c'est qu'ils n'ont pas la liberté de mouvement avant qu'une décision soit prise. Mais vous voyez... et ce n'est pas un camp de concentration, nous sommes bien d'accord. Non, c'est un endroit, j'ai pu visiter ces lieux. Ce sont des endroits où ils sont traités avec dignité. Simplement, il s'agit aussi de lutter contre les détournements et les abus du droit d'asile. Mais vous voyez, cet exemple de la Hongrie nous permet de voir que l'on marche sur la tête. Vous avez aujourd'hui la Hongrie, qui depuis plusieurs années est condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc on parlait du Conseil constitutionnel, donc finalement le gouvernement des juges contre la volonté des peuples. Mais vous avez aussi la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné l'État hongrois à payer une astreinte de mémoire de 1 million d'euros par jour
tant que la Hongrie n'a pas assoupli son droit d'asile et démantelé un certain nombre de législations qui sont fermes vis-à-vis de l'immigration. Très intéressante. On va y revenir. Je suis avec Fabrice Leggeri. On apprend plein de choses sur le fonctionnement du Parlement européen. On apprend plein de choses sur ces pays qui, eux, ont eu le courage de prendre des dispositions législatives pour se protéger d'une immigration ou de réexpédier des gens qui sont indésirables sur les territoires. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend vos appels parce que je suis persuadé que ce sujet vous intéresse, que vous avez soit envie de donner votre avis, soit de poser des questions à Fabrice Leggeri auxquelles il répondra avec la ferveur et la pertinence qu'on lui connaît. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Eh oui, vous êtes sur Sud Radio, c'est bien la France dans tous ses états, là c'est l'Europe dans tous ses états, puisque j'en sois Fabrice Leggeri, député européen, ancien patron de Frontex, on parle de l'immigration, et on voit qu'on peut se doter, si l'on veut, on peut se doter de législation. Pour l'instant, ce n'est qu'une résolution du Parlement européen, il faut la mettre en place, mais il y a une majorité, Fabrice Leggeri, qui s'est dessinée au bout de tant d'années de prudence, de bien-pensance, j'allais dire de pudeur. Là, cette fois-ci, le Parlement européen a pris conscience qu'il y avait un problème et qu'il fallait trouver une solution. Vous me disiez, la Hongrie, alors très contestée, elle est même sous une amende de la Commission, une astreinte d'1 million si elle ne change pas de législation. Pour autant, on a de plus en plus de pays qui prennent conscience qu'il faut prendre des mesures. L'Italie de Madame Meloni, alors vous allez me dire, oui, mais elle était marquée un petit peu à droite. Il y a d'autres pays. La Pologne, par exemple, aussi, on commence à s'inquiéter. Alors la Pologne a eu, et j'ai vécu pendant 7 ans, puisque l'agence Frontex a son siège à Varsovie. Et j'y ai vécu notamment à l'époque où il y avait le parti Droit et Justice, qui gouvernait la Pologne. Avec les deux frères. Avec notamment, effectivement, Kaminski. Mais la Pologne s'est dotée d'une politique extrêmement ferme contre l'immigration illégale. Et je veux dire que même... Pardon, en Pologne, ils ont quoi comme immigration illégale? Alors, ils avaient essentiellement de l'immigration venue de l'Est, donc ukrainienne, je parle d'avant la guerre. Bien sûr, maintenant, ce sont des réfugiés. Biélorusses, des Balkans... Du Caucase, je suppose. Du Caucase, mais disons une immigration plutôt cherchant des opportunités économiques, du travail, parfois du travail clandestin, parfois du travail tout à fait légal aussi. Et aujourd'hui, évidemment, la Pologne refuse le pacte asile-migration qui a été adopté avant les élections européennes de 2024 et qui fait obligation à tous les pays de l'Union européenne d'accepter une redistribution obligatoire des demandeurs d'asile. C'est pour ça qu'il est très important d'assécher, je dirais, le vivier de tous ces demandeurs d'asile par la mise en œuvre de ce qui a été voté la semaine dernière, donc le concept de pays tiers sûr, mais il n'empêche que ce pacte asile-migration reste encore en vigueur. Nous le combattons, et même des pays comme la Pologne, puisque la Pologne n'est plus gouvernée par le parti Droit et Justice, puisque c'est Monsieur Tusk qui a été élu, je pense qu'en 2027, l'année prochaine, la Pologne va à nouveau changer et revenir, en tout cas le parti Droit et Justice a de bonnes chances de revenir, mais les Polonais ne veulent pas d'une immigration qui soit là pour transformer la culture polonaise. Et ils peuvent comprendre qu'il faille accueillir des réfugiés, des Ukrainiens. Ils veulent bien avoir des travailleurs étrangers qui respectent leurs lois, qui respectent leur mode de vie, qui sont utiles économiquement pour le pays, mais ils refusent. Et quand ils voient ce qui se passe à l'ouest de l'Europe, notamment en France, notamment en Belgique, mais voyons aussi comment évolue l'Allemagne. Les Polonais nous disent « Nous ne voulons pas que notre pays change d'identité ». Ils s'inspirent de la formule de Alain Finkielkraut. Ils veulent préserver une continuité de civilisation, de société. Et ce n'est pas les accusés de fascisme, de xénophobie ou de racisme que de considérer que leur inquiétude peut être légitime. En tout cas, elle est celle du peuple polonais. Vous avez l'air de me dire, Fabrice Leggeri, que la France arrive quand même en queue parmi les 27 en termes de laxisme, d'insouciance, d'inconscience, voire de complicité d'une certaine partie de la classe politique qui trouve que finalement la situation aujourd'hui, c'est un ressenti, c'est ça? La France, sous Emmanuel Macron, est en train de s'effondrer
depuis une décennie, la France s'effondre. La France n'est plus audible. Les autorités, le gouvernement français, Emmanuel Macron lui-même ne sont plus audibles au niveau européen et au niveau international. La France n'est plus respectée. On voit un effondrement total de toutes les missions régaliennes de sécurité, de justice, de protection des citoyens. Tout cela vient en partie de cette immigration de masse. Quels sont vos illégale. chiffres, Fabrice Leggeri? Alors, on va me dire, ils sont pas officiels. Alors, il y a les officiels. Déjà, ils font peur. Ils font peur. Et quand on sort de l'officiel, c'est terrifiant. Bien, en fait, on peut estimer qu'il y a entre 700 et 900 000 clandestins qui vivent en France, donc sans titre de séjour. Il y a eu encore, et c'est ça qui est peut-être aussi le mouvement inquiétant. Migratoire, c'est quoi? C'est 450 000 nouveaux arrivants par an à peu près. L'année dernière, plus de 380 000 titres de séjour délivrés légalement et qui étaient des nouveaux titres de séjour, donc 380 000 personnes supplémentaires autorisées à séjourner en France. Et alors, ça fait que depuis combien de... Pardon de vous interrompre tout le temps, mais parce que je veux que nos auditeurs comprennent bien. 380 000, c'est une moyenne, on va dire. Depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années? On va dire que sous l'époque Macron, il y a au moins 5 millions de personnes. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Qui sont entrées peu ou prou, légalement. Sans parler de ceux qui sont en situation illégale. Ensuite, vous avez l'utilisation du droit au regroupement familial qui est sanctionné là encore par des juges, qui est sanctifié par des juges avec l'aide d'ONG pro-migrants financées par le gouvernement, qui fait qu'on n'arrive plus à refuser des titres de séjour, on n'arrive plus à expulser. Si vous rajoutez à cela le fait qu'il y a des naissances et que donc il y a des enfants qui sont nés en France, et si on continue avec le même droit du sol, eh bien, on se retrouve dans un état d'impuissance. La France d'Emmanuel Macron est impuissante parce qu'elle n'a pas la volonté de changer, parce qu'elle ne s'en donne plus les moyens. Et ce qui est tout à fait terrifiant, c'est de voir aussi que les titres de séjour qui sont délivrés ne sont pas délivrés à des personnes qui veulent travailler, ni même à des demandeurs d'asile. Ce n'est que 15% des titres de séjour nouveaux qui sont délivrés à des personnes qui viennent pour travailler, et uniquement 15% qui viennent pour en fait avoir la protection internationale et l'asile, parce que ce sont effectivement des personnes qui relèvent d'une problématique de protection. Un ancien leader de la gauche marseillaise, je ne cite pas son nom parce qu'il m'a demandé de pas le dire, m'a dit mais chez nous le grand remplacement il est déjà dépassé, on est au-delà. Et par contre, il me dit, à un moment donné, les institutions de la République seront obligées d'utiliser le mot remplacement pour légiférer, parce que c'est ce qui, dans certains territoires... Alors, c'est pas forcément mauvais, mais il faut juste l'assumer. Hein, quand les Romains sont arrivés en 52, il y a une forme de remplacement. Bon, on l'a assumé, ça a donné une très belle civilisation. Quand les barbares, les Ostrogoths, les Visigoths sont arrivés, ça a été aussi un remplacement. Ça a engendré, après le chaos, ce que l'on sait. Partons pas perdants, mais ne nous cachons pas la face. Quand il y a un tel flux migratoire, on se doute bien qu'il va y avoir une modification sociologique et démographique. Enfin, c'est sans rentrer dans une notion de racisme ou de xénophobie, c'est un fait aujourd'hui. Le fait, c'est qu'il y a une submersion migratoire. Le Rassemblement national le dénonce depuis de nombreuses années. Les Français s'en rendent compte. Les Européens, je peux vous le dire, depuis le Parlement européen, je m'en rends bien compte, les Européens sont contre également, tout comme les Français, contre cette submersion migratoire. Et elle entraîne effectivement, par la démographie, un changement culturel, un changement dans les modes de vie, et elle a un impact également sur la représentation politique, à partir du moment où il y a une complaisance vis-à-vis d'organisations qui prônent une islamisation de la société. Vous avez parfois des organisations terroristes qui commettent des attentats, ça c'est le Hamas, même si certains à l'extrême gauche ont du mal à dire que ce sont des terroristes alors qu'ils figurent sur la liste officielle des organisations terroristes. Mais vous avez aussi les frères musulmans qui eux sont pour une approche beaucoup plus discrète, à pas feutrée, et qui veulent une islamisation en profondeur et donc un changement de culture dans nos pays. Le général de Gaulle avait répondu à Alain Perfit, si nous ne faisons pas les mesures nécessaires pour l'Algérie, mon village ne s'appellera plus Colombey les deux églises, mais Colombey les deux mosquées. Nous avons Olivier qui nous appelle de Maine. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Je suis avec intérêt cette conversation parce que
Mais c'est le sujet de tout le monde et de toute l'Europe finalement. Mais oui. En Allemagne, en Italie. Vous-même, vous en pensez quoi? Moi, j'en pense. Je suis pas contre l'immigration. Le problème de l'immigration, c'est les cultures religieuses qui sont complètement différentes. Et c'est ça qui pose problème. Oui. Après, moi, je travaillais sur les chantiers. Une fois, j'ai perdu ma carte bancaire. Donc, je vais au vestiaire, je reviens, je dis merde, j'ai perdu ma carte. Je repars, je demande à un gars, je lui dis, t'as pas vu ma carte bancaire? Ouais, il me dit ça m'intéresse pas. Donne-moi la carte vitale, ça m'intéresse. Donc ça, on comprend tout le temps. Il savait ce qu'il voulait. Oui, il m'a dit c'est beaucoup plus intéressant une carte vitale qu'une carte bancaire. J'ai dit, tu sais pas s'il y a des sous sur mon compte. Non, il m'a dit mais moi c'est la carte vitale. Donc il y a alors on a fait beaucoup de bêtises politiquement. Je pense que Mitterrand il a fait beaucoup de bêtises quand on lui a dit il y a 5 millions d'étrangers. Il a dit allez hop, on les met tous français, il n'y a plus d'étrangers. Mais c'est la politique de la main tendue. Je veux bien qu'on aide les gens. Moi, je veux bien, mais il faut pas en abuser, quoi. Il paraît qu'on en a besoin aussi quelquefois dans certaines activités économiques. Oui, moi, dans mon métier personnellement, moi j'étais ferrailleur en bâtiment. Les Français veulent pas travailler là-dedans, ça c'est clair. Et c'est un métier trop difficile. Ça devient maintenant les jeunes ils veulent même plus travailler, donc le problème il se résout vite. On fait appel à la main d'œuvre étrangère parce que d'une part elle est moins chère. Alors moi je faisais pas de polémique. Moi ils gagnaient tous le même salaire. Donc il n'y avait pas d'étrangers, de Français. C'était tout le monde pareil et très bien payé. Mais à l'heure actuelle, après en fin de carrière j'ai travaillé pour un patron. Il n'embauchait que des étrangers. Parce que 900 € par mois. Alors que moi, je payais 1800 € mes gens. Vous voyez la différence? Donc, les gens, ils viennent travailler, ils s'installent. Moi, je vois à Beaucaire, on a des centaines on les appelle les Pikachu, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, de Colombie, de l'Équateur, donc, ils viennent, mais ce sont de gros travailleurs. Ce sont de gros travailleurs qui sont exploités, mais des gens très économes. C'est-à-dire, ils font attention à leurs dépenses, ils se regroupent pour les achats, ils se regroupent pour les appartements, et on le vit mal parce qu'on dit, ouais, ils sont 15 dans un 2 pièces. Et c'est pas dans notre culture, ça. Donc, on reproche, mais par contre, si on va chez eux, on dit rien, ils le font comme chez eux, pareil que chez nous. Olivier, donc, merci pour votre témoignage. Fabrice Légéry va vous répondre, voilà, dans quelques instants. Vous restez avec nous, Olivier, on va voir la réponse de Fabrice Légéry. Vous êtes sur Sud Radio et je reçois le député européen qui a participé au vote de cette loi du Parlement européen sur les pays tiers où on peut renvoyer les gens dont on ne voulons plus. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Fabrice Légéry, député européen, et nous parlons de cette loi votée par le Parlement européen qui va permettre l'instauration d'un principe de pays tiers sûr. Et Fabrice Légéry, vous répondez à Olivier qui nous appelait de Maine, qui nous disait, voilà, le problème c'est la non-intégration. Ils viennent pour travailler. C'est pas l'immigration en soi qui est un problème. C'est quand elle peut pas s'intégrer ou qu'elle vient pour les avantages sociaux. Absolument. Je crois que Olivier, qui vit près de Beaucaire, je crois, a parfaitement raison lorsqu'il dit que il y a des conflits de mentalité, de mode de vie avec certains immigrés. Il y a des études très sérieuses et scientifiques qui ont été faites. Il y a une université aux Pays-Bas, université hollandaise, qui a calculé combien rapporte ou combien coûte un migrant à la société qui l'accueille. Donc, il y a un calcul qui montre que plus vous faites venir des migrants qui sont proches de la société qui les accueille, proches du pays qui les accueille culturellement, plus il y a un bénéfice à faire venir ces migrants. Et à partir du moment où vous faites venir des migrants qui sont culturellement très différents, non seulement ces migrants ne vous apportent rien, mais ils vous coûtent. Et donc, je crois que c'est aussi la raison pour laquelle on a des générations et des générations d'immigration italienne, espagnole, portugaise, polonaise en France qui ont fonctionné. Et on a aujourd'hui un problème parce que, d'une part, on fait venir des populations, ou des populations viennent, c'est aussi une immigration de fait accompli. Ils viennent par tout un tas de fraudes. Parce qu'ils peuvent passer.
qu'ils peuvent passer, parce qu'ils viennent illégalement, et de surcroît, ils ont des cultures qui sont très différentes, et donc ça ne peut plus fonctionner. Et en parallèle, il y a eu un effondrement de ce qui était la capacité d'intégration républicaine en France, parce que les institutions se sont effondrées, et on le voit bien avec 10 ans de macronisme, que tout est par terre. Nous avons un autre Olivier qui nous appelle, mais celui-là de Melun. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes vous aussi vous observez la chose de près ou non? Oui. Sur ce phénomène migratoire dans l'Europe en général? Alors, je m'intéresse beaucoup à la politique et à la géopolitique, donc ça fait partie des sujets auxquels je m'intéresse et qui intéressent les politiciens, puisqu'ils coûtent de l'argent. C'est un sujet qui coûte de l'argent. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que souvent, quand je parle avec des amis qui sont pas au fait de toutes ces choses, ils voient pas les éléments en cascade qui sont sous-tendus par cette question. Par exemple, ce qu'on entend souvent, alors évidemment, je suis pour une régulation de l'immigration en France. Il y a, je regardais avant de vous appeler, 9 millions de personnes qui sont au seuil de pauvreté en France, c'est-à-dire moins de 1060 € par mois, 9 millions. Il y a, plus de 12% de la population qui est en précarité alimentaire. Les chiffres sont accablants. Des tas de gamins qui sont mis dans des écoles où, il y a pas très longtemps, je crois que c'était sur votre antenne, il y a quelques semaines, il y a un professeur d'un petit village qui a récupéré quelques immigrés au titre de maintenant on va pas tout mettre en région parisienne, mais on va dispatcher les gens sur tout le pays, qui disait voilà, moi dans ma classe, j'ai 3 gamins absolument charmants, tout mignons, qui parlent pas de bain, ils parlent pas français chez eux. Et j'ai proposé qu'on enlève les cours de flûte à bec et de dessin pour faire des cours de français accélérés, parce que ces gamins sont tout à fait capables d'apprendre le reste, mais ils parlent pas la langue. Évidemment. Et on lui a répondu, au niveau du rectorat, non, c'est pas possible, au nom de l'égalité des chances ou des formations, je sais plus quoi. Donc on a un pays qui marche sur la tête à tellement de niveaux. Parce que je voulais surtout dire que les chiffres sont accablants, il y a tellement de pauvres. Et souvent, une partie de la population qui vient est pauvre, elle augmente la pauvreté, elle empêche de traiter la pauvreté. Fermons c'est affreux à dire, mais fermons l'Europe aux gens qui viennent et qui sont pauvres et qui n'ont pas de formation. Excusez-moi, je suis dans une gare. Traitons les pauvres, et quand il y aura plus de pauvres, on en fait rentrer de nouveaux. Il y a 30 ans, quand on parlait d'immigration et précarité, tous les acteurs du service, des services sociaux, je sais, j'en ai dans ma famille, disaient t'es un salaud, il faut absolument faire rentrer tous ces gens, ils sont dans la merde dans leur pays, il faut faire quelque chose pour eux. 30 ans plus tard, le pays, le nôtre, est exsangue, les mêmes, vous voyez, c'est impressionnant. Dans ces services sociaux, l'optique a complètement changé. Les gens disent, on est submergé, on sait plus comment faire tellement il y a de gens à qui il faut donner quelque chose et on n'a plus. Il y a pas très longtemps, il y a une caisse d'allocation familiale, les mecs se sont mis en grève, je sais plus dans quelle région c'était. Un des motifs, c'était de dire, on doit donner 2000 € à quelqu'un qui bosse pas, je gagne moins que ça, moi, en travaillant là où je travaille. Mais Olivier, vous avez totalement raison, ce sont des cas qui nous sont remontés très souvent et dont on peut témoigner. Fabrice Leggeri, le témoignage d'Olivier, c'est représentatif d'une réalité douloureuse. Hein. Là aussi, je ne peux que confirmer et être d'accord avec ce que dit Olivier de Melun. Il y a une pauvreté, il y a en France des personnes qui travaillent et n'arrivent pas à vivre décemment de leur travail, et on a à côté de ça des étrangers qui sont en situation illégale, qui sont en fait au crochet de notre système social, qui ont la carte vitale, qui ont l'aide médicale d'État, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à tous les soins gratuitement, même quand on est clandestin en situation illégale. C'est quelque chose qui est inadmissible. Et je crois que ça montre aussi qu'il y a une forme de dumping social, parce que, vous savez, tous ceux qui veulent faire venir tous ces étrangers en situation illégale ou plus ou moins illégale, je pense qu'il y a deux motivations. Il y a ceux qui sont parfois les idiots utiles. Donc ce sont des associations, des ONG un peu idéalistes qui disent voilà, faut aider ces pauvres gens, chez eux ça va pas, donc il faut leur faire profiter de notre richesse, nous Français. Et puis il y a ceux qui voient l'occasion de faire baisser les salaires. Et en réalité,
on le sait bien, faire venir des étrangers, et particulièrement des étrangers en situation illégale, ça permet de nourrir l'économie informelle, le travail au noir, et des gens qui ne vont pas se plaindre. Et donc, quand vous régularisez, c'est ce qui se passe, et c'est honteux ce qui va se passer en Espagne pour un demi-million de personnes, mais à chaque fois qu'il y a une régularisation, vous voyez que les étrangers qui étaient clandestins, qui deviennent régularisés, ils commencent à réclamer leurs droits, c'est-à-dire qu'ils se renseignent, ils se disent, mais dans le pays où je suis, les salaires sont normalement plus élevés. En attendant, c'est de la main-d'œuvre pas chère. Et donc, ces gens-là ne sont plus intéressants puisqu'ils refusent, ou sont en tout cas réticents à accepter les bas salaires qu'on leur imposait. Et donc, il y a encore d'autres flots irréguliers qui vont arriver. Fabrice Leggeri, si rien n'est fait, ça peut se finir comment? À un moment donné, des caisses vides? Peut-être que à ce moment-là, ils repartiront en disant mais la France, c'est fini. Les caisses vides, malheureusement, elles le sont déjà. Ça, c'est aussi l'un des bilans de Macron. Plus d'emprunt, plus de levier, plus... Alors c'est les caisses vides, c'est la France qui devient un pays qui se tiers-mondise, mais on le voit. Nos hôpitaux ne fonctionnent plus, nos écoles ont bien du mal à travailler. On voit aussi un nombre croissant d'enseignants. Et moi, je dois dire que comme député européen du Rassemblement national, je rencontre parfois aussi des milieux de l'éducation nationale. À ma grande surprise, il y a là aussi une prise de conscience. Et ce que nous disent de plus en plus d'enseignants, c'est que non seulement il y a une insécurité physique qu'ils ressentent par les agressions multiples et l'impunité d'élèves parfois très jeunes qui viennent avec des couteaux, qui commettent des meurtres, des agressions dans les établissements scolaires, mais il y a aussi une insécurité culturelle qui remet en cause ce pourquoi ils se sont engagés à l'éducation nationale. Fabrice Leggeri, il y a Frontex que vous avez dirigé. Frontex est là pour nous protéger. Alors ça, c'était ce que je croyais, jusqu'à ce que j'entende la commissaire européenne Johansson, social-démocrate, mais en réalité vraie gauchiste, porte-parole des ONG pro-migrants, je crois d'origine suédoise, qui m'avait dit non, les gardes-frontières n'ont pas besoin d'uniformes et d'armes à feu, parce que les migrants viennent par amour. De toute façon, le travail des gardes-frontières, c'est de tous les faire rentrer, et donc c'est catastrophique de voir ce genre de choses. Alors aujourd'hui... Elle n'a pas écouté la première ministre danoise, et pourtant elles sont proches politiquement. Et effectivement, la première ministre danoise, qui est social-démocrate, a plutôt donné un tour de vis à la politique migratoire au Danemark, mais aussi nous a aidés au niveau de l'Union européenne pendant la présidence danoise du Conseil au deuxième semestre de 2025. Mais Frontex était conçu pour être une agence, son nom officiel c'est Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, pour aider les États de l'Union européenne à protéger les frontières contre l'immigration illégale, contre les différents trafics, et aussi pour aider à expulser les clandestins. Et on voit que depuis 2021-22, il y a eu le forcing pour imposer les moniteurs des droits fondamentaux, l'officier des droits fondamentaux, qui, de mon point de vue, est le véritable patron de l'agence. Et il va falloir changer ça. Et j'espère que nous aurons l'occasion de le faire, parce qu'une nouvelle législation européenne va bientôt arriver. Et je pense qu'avant de se poser la question de savoir s'il faut 30 000 personnels pour Frontex, il faut d'abord être clair et dire la mission, c'est protéger les frontières, et c'est pas de faire rentrer les migrants illégalement. Eh bien, Fabrice Leggeri, contre toute attente, c'est peut-être de l'Europe et de Bruxelles que viendront les dispositions et les initiatives politiques et législatives qui nous permettront, nous Européens et nous Français, de faire face à ce vrai problème. Nous restons une terre d'accueil dans la mesure des conditions d'accueil que nous pouvons assurer aux gens que nous acceptons de recevoir chez nous. On revient sur la phrase de Michel Rocard, elle est fondamentale, et parce que nous sommes humanistes, nous ne recevons pas des gens pour qu'ils soient malheureux et maltraités, ou qu'ils aient des comportements de gens qui ne se sentent pas intégrés. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure, Fabrice Leggeri, et je ne doute pas que nous aurons l'occasion de nous revoir, parce que je pense que ce dossier n'est pas clos, et que votre initiative de parlementaire européen aura une suite sur cet enjeu des grandes migrations. Merci. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons